Chers étudiants en semestre 5 de droit public, bonjour, c'est M. Sadiki, votre professeur, qui va vous enseigner l'histoire des idées politiques en S5, en semestre 5. Et l'intitulé de l'élément, c'est l'histoire des idées politiques de l'Antiquité à l'ère des religions monothéistes. Comme vous savez, depuis l'apparition de ce virus de Corona, on était obligé de faire ce qu'on appelle du e-learning ou l'enseignement à distance pour ne pas perdre le contact entre les enseignants et les apprenants, et en même temps pour continuer dans cette mission qui est d'échanger et d'apprendre de part et d'autre. Donc la méthode qu'on va suivre pendant ce semestre, déjà il y a des séances écrites qui vont être diffusées sur la plateforme de la faculté. En même temps, il y a un support, bien un ouvrage qui s'intitule l'histoire des idées politiques, qui est à votre disposition, qui porte mon nom, qui est à votre disposition à la bibliothèque de la faculté, donc vous pouvez vous en servir. Et de temps en temps, on va faire ce genre d'audio pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et toutes les séances qu'on aura ou les conférences qu'on aura à faire ensemble. Donc on va, pour ne pas perdre le contact, vous aurez mon mail électronique, et j'aimerais bien avoir un coordonnateur parmi vous, un étudiant qui pourrait faire l'intermédiaire entre vous et moi-même, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions de tout un chacun. Et aussi, vous pouvez laisser toujours dans ma boîte mail, vous pouvez laisser vos numéros de téléphone si vous avez un WhatsApp, comme ça on pourrait échanger, si jamais il y a des questions. Mais de toute façon, pour l'essentiel, c'est un cours magistral, donc il n'y a pas, dans cet élément, bien dans cette matière, il n'y a pas de TP, il n'y a pas de travaux pratiques, il n'y a pas de TD, travaux dirigés. Donc, si vous arrivez à suivre les séances qui vont être diffusées sur la plateforme, d'une façon organisée, et puis au fur et à mesure, et puis si vous arrivez à avoir le support qui est à votre disposition à la bibliothèque, donc c'est déjà pas mal. Et moi, j'essaierai de mon côté de diffuser ces audios chaque semaine. Comme ça, vous pourrez comprendre un peu mieux le cours. Et je serai toujours à votre disposition, et ça ferait plaisir de répondre à vos questions, si jamais il y a des questions à poser, que cela soit pour la forme, c'est-à-dire pour la méthodologie du cours, les contrôles de connaissances, etc. Donc de toute façon, je vous le dis dès maintenant, c'est une question directe qui serait posée et qui a lien avec le contenu de ce que vous aurez dans ces séances écrites, bien dans le support. Et on va commencer dès la semaine prochaine à diffuser ce cours via toujours cette plateforme. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt. Bonjour, chers étudiants en S5. Je continue donc dans cet audio numéro 2 concernant l'histoire des idées politiques. Dans le premier audio, on a fait une sorte d'introduction sur le e-learning, cette méthode d'enseignement à distance, les circonstances qui nous poussent à passer par cette formation-là à distance. Et on a expliqué les pour et les comment, et les pourquoi et le comment de cette obligation. Et aujourd'hui, on va entamer donc notre première séance sur notre cours d'histoire des idées politiques. Une sorte d'introduction générale. D'abord, je dois vous dire que ce cours existe, comme je l'ai dit la dernière fois, dans un support. C'est un ouvrage dont je suis l'auteur et qui est à votre disposition à la bibliothèque de la faculté de droit, Oujda. Et puis,
les séances vont être affichées au fur et à mesure, suivant un programme sur la plateforme dédiée à l'enseignement à distance du site de la faculté. Donc d'abord, je dois vous parler du plan, du sommaire de ce cours. On aura deux parties. La première partie, elle serait consacrée à la pensée politique de l'Antiquité gréco-romaine. Et puis la deuxième partie, elle va être consacrée à ce qu'on appelle le monothéisme, ou bien les religions telles le christianisme et l'islam. Et dans cette introduction générale, on va parler de l'histoire des idées politiques depuis l'Antiquité, donc de grec jusqu'à l'avènement des religions monothéistes. On essaiera de comprendre un petit peu, de faire la compréhension de cette langue histoire qui implique une sorte de référence au texte et au contenu des argumentations de part et d'autre, puisque déjà l'intitulé du cours se compose de trois termes: histoire, idée, politique. Donc on va faire l'histoire. Histoire de quoi? Des idées. Quelles idées? Les idées politiques. Donc étudier les idées politiques, c'est par définition refuser tous les conformismes auxquels se situent, si vous voulez. C'est aussi admettre une certaine compréhension, mais aussi une certaine critique de l'ordre établi, ici et ailleurs. Et les auteurs qu'on va étudier tout au long de ce programme montrent que les grands textes politiques sont à la fois des inventions personnelles, mais aussi des réponses aux problèmes posés par chaque population et chaque époque vécue. Donc, le vécu de chaque auteur ou bien de ces philosophes qu'on va étudier va influencer sur ces idées-là ou bien sur cette définition de ces idées politiques. Et donc l'enseignement des idées politiques ou l'histoire des idées politiques apporte une sorte de lumière indispensable, si vous voulez, à l'étude de la politique tout court, ou bien ce qu'on appelle de nos jours la science politique. Parce qu'il est impossible, inconcevable d'analyser ni encore de comprendre la réalité des choses sans connaître un petit peu ces grandes œuvres qu'a connues l'humanité sur la littérature politique et qui jalonnent, si vous voulez, la route de l'humanité. D'ailleurs, un ancien directeur de l'UNESCO, James Torres Baudet, disait que il y a un examen approfondi de la pensée politique et l'étude impartiale de ces divers aspects de la théorie politique qui forment un petit peu le soubassement sur lequel peuvent aujourd'hui s'appuyer toutes les idées ou bien tous les efforts tendant à développer cette science politique en science d'observation positive pour essayer de développer un petit peu la science politique ou bien les idées politiques tout court en lien avec la réalité politique contemporaine ou bien ce qu'on vit actuellement. Et donc, scientifiquement parlant, idées et théories et doctrines ne sont pas des vocables équivalents, puisque idées ou pensées poussent à dire que ce sont des termes généraux. Par contre, la doctrine et la théorie sont des notions qui, peut-être dans la langue de certains économistes, a pris un sens précis. Puisque les théories, lorsqu'elles sont vérifiées, par exemple, fournissent une contribution capitale à la connaissance d'une certaine réalité politique. Par contre, les doctrines, en tant qu'influence, par exemple, idéologique, ont, si vous voulez, un facteur essentiel à la vie politique. Mais la distinction entre les deux termes, c'est-à-dire entre la doctrine politique et l'idée politique, elle est très très importante, elle est très fondamentale. Puisque d'après les dictionnaires, que cela soit Larousse ou le Littré, par exemple la doctrine, selon le dictionnaire Littré, est l'ensemble des dogmes, qu'ils soient religieux, philosophiques ou autres, qui dirigent un homme dans l'interprétation des faits et dans la direction de sa conduite.
l'autre dictionnaire français Larousse donne à peu près la même définition. Par contre, si vous voulez, la doctrine, ou bien la théorie, donne un autre sens. Parce que, et on va, nous, pour ne pas rentrer dans les détails explicatifs de ces termes, etc., on va dire que on va accepter tout simplement ce qui est proposé dans le titre de ce cours, c'est-à-dire l'histoire des idées politiques. Comme j'ai dit tout à l'heure au début, on fait trois choses. On fait de l'histoire. L'histoire de quoi? Des idées. Quelles idées? Les idées politiques. Et on précise, c'est-à-dire il y a une époque qui part de la Grèce antique et elle est définie, ou bien elle prend fin à l'avènement des religions, ou bien de l'apparition des religions monothéistes. Et c'est ce qui rentre d'abord dans cette première partie qui vous concerne, c'est-à-dire en S5. Le reste, c'est-à-dire la suite de ces idées, ou bien l'évolution de ces idées politiques, vous l'aurez en semestre 6, et ça va être la deuxième partie des idées politiques jusqu'à nos jours, bien contemporaines. C'est pour cela, moi, j'aime pas trop cet intitulé qui parle de l'histoire des idées politiques contemporaines pour le S5, pour le semestre 5, parce que c'est faux. Ce qu'on fait, nous, c'est juste l'Antiquité, qui part d'une époque et d'une date qui est la Grèce antique, avec Platon, Aristote, Périclès et tous ces auteurs et ces philosophes grecs qu'on va rencontrer et étudier, en passant par l'ère romaine, et puis arriver à l'ère des religions monothéistes. Et pour les religions monothéistes, on va choisir les deux dernières religions, à savoir le christianisme et la plus jeune religion monothéiste qui est l'islam. Donc là s'arrête le programme et la première partie. Pour le reste, c'est-à-dire qu'à partir de ces religions-là, jusqu'à ce qui s'est passé, ce qui se passe dans notre ère contemporaine, là vous l'aurez avec la deuxième partie qui serait programmée dans le semestre 6. Je voudrais revenir juste sur l'étymologie du mot politique. Alors, d'abord chez les Grecs, on parle souvent de la cité. Et la cité veut dire chez eux politique. Et ça provient d'un mot grec qui est polis, P-O-L-I-S. Et ce même terme signifie la cité, qui est donc qui parle de la politique. Donc on conclut avec la politique que c'est l'art de conduire des gens, ou bien des êtres humains, ou bien des hommes, tout simplement, qui vivent dans une cité. Mais que doit-on entendre par cité? C'est-à-dire comment on définit cité? Le terme, bien si on revient à la terminologie française, ce terme n'est pas très explicite, puisque, par exemple, Saint-Augustin, il oppose la cité terrestre, la cité d'ici-bas, la ville d'ici-bas, à celle de Dieu. Mais on parle également de nouvelles cités, par exemple, les cités qu'on construit. Lorsqu'on parle par exemple du citadin, c'est celui qui habite une zone urbaine ou bien la cité, pour l'opposer au rural, celui qui habite à l'extérieur de la ville. Donc c'est très important aussi ces contextes, on va les voir et vous les aurez de toute façon dans cette étymologie de ce mot politique, vous l'aurez dans la première séance, ou bien la conférence numéro 1, qui va être projetée, comme j'ai dit, et diffusée sur la plateforme. Il faudrait juste revenir sur une chose, c'est que tout ce qu'on va étudier, ou bien la source de cette littérature qui a lien avec ce sujet, c'est une littérature qui est très immense et très vaste, c'est-à-dire la source principale est certes constituée par les œuvres écrites, ce qui a été écrit, ce qui a été laissé par ces auteurs aussi philosophes, mais il faudrait aussi savoir une chose, ou bien se rappeler qu'il y a des civilisations où la parole a joué un rôle très, très important. Donc, ce qui conduit à ajouter aux œuvres écrites, ces œuvres, les œuvres politiques de ce qui a été dit. Mais cela ne signifie pas qu'il faille se cantonner dans les écrits purement politiques, parce qu'il y a des écrivains qui ont écrit sur la politique. Nous ne sommes pas tous des spécialistes dans la politique. Il y a par exemple des écrivains qui ont écrit sur la politique, mais leur préoccupation dominante n'est pas vraiment la politique. Donc ça, c'est aussi ça.
c'est un des secrets qu'on va découvrir avec ces sources ou bien cette littérature en lien avec la science politique ou bien les idées politiques. Il faut aussi admettre que le champ d'investigation est très immense, car littéralement, la politique est un sujet comme les autres, mais parce qu'il n'y a aucun domaine de littérature qui soit soustrait aussi à la politique. Pour la recherche, ou bien l'intérêt de la recherche, pour vous, vous aurez une bibliographie des ouvrages sur lesquels on s'est appuyé pour composer ce cours, mais en même temps, puisqu'on utilise maintenant les nouvelles technologies d'information et de communication, donc vous aurez des liens, vous aurez c'est-à-dire il y a des choses très intéressantes sur le net que vous pouvez consulter au fur et à mesure. Et avant d'élaborer la première partie de ce cours, je voudrais juste vous parler de la méthode, c'est-à-dire pour répondre à ce programme qui assigne à cet enseignement l'étude des grands courants, tous les courants de la pensée politique de la Grèce à nos jours, bien à l'ère des religions. Nous allons considérer l'histoire des idées politiques moins comme celle du monde déjà fait que celle du monde qui va se faisant. C'est-à-dire on parle de l'histoire, on parle du passé. Pourquoi? Pour comprendre le présent. Mais pourquoi comprendre le présent? Pour projeter l'avenir ou bien des choses à l'avenir. En effet, les trois termes qui sont juxtaposés de l'Antiquité, du cours, histoire, idée, politique, indiquent que plusieurs approches sont possibles. Sinon, également valables. Donc l'enseignement qui est annoncé pour d'abord être conçu comme proprement historique, il étudie les doctrines en tant que telles et qui se succèdent chronologiquement. C'est-à-dire qu'il y a une chronologie des faits et des réalités de cette histoire des idées politiques, et puis elle établit une influence qui est exercée sur une époque déterminée. Par exemple, on scrute la politique d'Aristote pour mieux comprendre celle que fut la cité grecque, ou celle de Platon pour parler de sa cité idéale, etc. Donc il y a il y a une diversité dans les auteurs, dans les œuvres et dans la pensée de chacun de ces philosophes qui ont marqué l'humanité et l'histoire. Et le fait de partir de la Grèce antique ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres civilisations qui existaient avant, par exemple en Égypte, etc., et de laquelle beaucoup de Grecs ou de penseurs grecs ont copié ou bien desquels se sont inspirés. Donc c'est toujours cette chronologie. Donc voilà en gros cette introduction générale sur le cours. Je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine pour un autre audio qui va démarrer automatiquement avec la diffusion, bien la publication de la première séance ou bien du premier cours sur la plateforme, comme je l'ai dit. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon courage. Étudiants en semestre 5, droit public, bonjour. Avec ce troisième audio, avec lequel on commence le cours, ou bien la première séance du cours d'histoire des idées politiques. Et comme vous le savez, sur la plateforme, vous avez le premier cours, savoir la première partie de la pensée politique de l'Antiquité gréco-romaine, qui va être publié en partie. Et puis aussi, vous avez le support, je vous le répéterai encore une fois, c'est qu'il y a un ouvrage du programme qui est à votre disposition à la bibliothèque de la faculté de droit. Donc vous pouvez vous le procurer si vous voulez. Pour le cours, ou bien le plan du cours, sachez que ce cours-là est réparti en deux parties. La première partie, elle est consacrée à la pensée politique de l'Antiquité gréco-romaine, c'est-à-dire on va voir ce qui s'est passé chez les Grecs, et puis dans l'Empire romain. Et puis dans la deuxième partie, on va parler, ou bien étudier, si vous voulez, le monothéisme, bien les religions monothéistes, à savoir le christianisme et l'islam. Et dans cette première partie toujours, on étudiera la pensée politique dans la cité grecque, à Athènes justement, avec quelques auteurs ou bien quelques philosophes grecs, pas tous, parce que pour ne pas trop charger de cours, mais on a fait un choix. Par exemple, on va commencer par Hérodote,
le philosophe Hérodote, qui était considéré comme le père de la politique, puis par la suite Périclès. Et puis, on va passer à autre chose, à la critique de cette démocratie qui régnait à Athènes. Et parmi ceux qui ont critiqué, il y a Platon, le fameux Platon, qui a fondé son académos, qu'on appelle de nos jours l'académie. Et puis aussi Aristote qui était l'élève de Platon, mais par la suite, on verra qu'il va devenir un fervent opposant à son maître Platon, parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir les choses, surtout pour choisir ce qu'on appelle les meilleures formes de gouvernement qui pouvaient exister chacun à sa manière. Et puis, après Platon et Aristote, on va passer à l'Empire romain, et là, ça va être autre chose, c'est-à-dire déjà les auteurs ne seront plus les mêmes, ce sont des auteurs romains, comme par exemple Polybe et Cicéron, puis on finira avec Octave, tout ça pour la première partie. Les détails, vous les aurez dans les séances, et ça va être programmé, et je préfère que quand vous allez sur la plateforme, il faudrait toujours commencer par la première étape, parce que les séances sont numérotées, et puis les audios aussi sont numérotés, comme ça, pour ceux qui arrivent toujours en dernier, ils peuvent suivre cette chronologie de l'envoi des audios et aussi des séances ou bien des cours écrits qui vont être publiés au fur et à mesure sur la plateforme. Pour la deuxième partie, on étudiera le monothéisme, ou bien l'avènement, ou bien l'ère du monothéisme, c'est-à-dire les religions monothéistes, à savoir le christianisme et l'islam, et on parlera du caractère révolutionnaire du christianisme et sa doctrine, aussi les prises en compte, ou bien la prise en compte du christianisme de l'enseignement ou bien de l'organisation politique, avec quelques apôtres, comme par exemple Saint Paul ou bien Saint Augustin, etc. Et par la suite, on achèvera avec la pensée morale et politique des philosophes arabo-musulmans, ce qu'on appelle par les falasifa. Et là, on va étudier la pensée islamique classique, et il y aura quelques philosophes sur lesquels on va s'appuyer pour étudier cette pensée politique dans le monde arabo-musulman, tel Farabi, Ibn Baja, Ibn Khaldun, etc. Et tout ceci pour avoir une idée sur ce que fussent les idées politiques, que cela soit dans la Grèce antique, mais aussi l'Empire romain, puis l'ère chrétienne et puis musulmane. Donc ce seront deux parties, et dans chaque partie il y aura 2 chapitres, et les auteurs qu'on va étudier, ce sont des auteurs qui se diversifient, c'est-à-dire qui chacun a sa thèse ou bien sa réflexion sur tel ou tel régime. Par exemple, chez Platon, quand il va par exemple classifier les régimes politiques, il va parler du régime dans lequel il y a une seule personne qui gouverne, c'est le monarque ou le roi, et puis le régime où c'est la minorité, ce sont les oligarques ou le système oligarchique, et puis le régime où ce qu'il appelle lui le régime démocratique, c'est-à-dire c'est la masse qui gouverne. Avec Platon, on va voir autre chose, parce que Platon, il est plus, c'est ce qu'on appelle le réel politique, il est plus réaliste par rapport à son maître Platon, qui était un peu plus utopiste, parce que d'ailleurs la réflexion, bien la cité idéale que concevait Platon n'a jamais vu le jour. Par contre, avec Aristote, on va voir autre chose. Et puis si Platon, comme on l'a dit tout à l'heure, a fondé son académos, bien cette académie, et parmi ses élèves il avait Aristote. Aristote, lui, a fondé aussi ce qu'on appelle le lycéum au lycée. Et d'ailleurs, l'appellation du lycée d'aujourd'hui vient de cette fameuse institution, bien cette fameuse
école qu'avait fondée Aristote. Donc, il reste que par la suite, quand on va voir avec l'ère de l'Empire romain, il y aura un petit changement vis-à-vis de la forme ou bien la proposition que vont proposer les Romains pour choisir leur gouvernement ou bien leur pouvoir politique, qui s'appuie un petit peu sur les thèses des penseurs grecs, mais qui va proposer autre chose, par exemple comme le régime mixte, dans lequel on peut prendre de chaque régime précité, c'est-à-dire une seule personne, la minorité et la masse. De ces régimes-là, on va prendre une chose qui va être un petit peu, qui va composer pour faire ce qu'on appelle le régime mixte, et ce régime a été défendu par les penseurs romains. Par la suite, les réflexions arabo-musulmanes, là, et même pendant l'ère chrétienne, là, c'est l'avènement d'un nouveau facteur qui est le facteur de la religion. Et donc, ça va changer un petit peu les choses par rapport à l'ère grecque dans la cité d'Athènes et puis celle de l'Empire romain, parce que jusque-là, il n'y avait pas de religion. Mais avec l'avènement des religions monothéistes, le christianisme surtout et l'islam, là, les choses vont changer. Il va y avoir le religieux et le politique. Tout ceci, on va l'étudier au fur et à mesure et étape par étape. Je ne vais pas m'attarder pour vous dire que, de toute façon, on détaillera dans le prochain audio la première partie, c'est-à-dire la pensée politique gréco-romaine et le premier philosophe athénien qui est Hérodote, qui était appelé le père de la philosophie, par la suite Périclès et ainsi de suite. D'ici là, je vous dis bonne semaine et puis merci de votre écoute. Étudiants, bonjour. Donc, dans cet audio numéro 4, on entame directement la première partie qui concerne la pensée politique de l'Antiquité gréco-romaine. Et juste après, on commence par la pensée politique grecque, ou bien dans la cité grecque, avec deux penseurs, ou bien deux philosophes qui sont Hérodote et Périclès. Donc cette Antiquité gréco-romaine, qui constitue quand même le fondement de notre civilisation, a été, si vous voulez, au cœur de notre vie culturelle. C'est dans ce terreau, si vous voulez, culturel, que notre inconscient collectif prend ses racines. Donc il est tout à fait normal de commencer cette étude de la pensée politique avec cette période historique de l'humanité. Et on commence donc par cette vie politique qui était conditionnée par l'existence de la cité, cette cité qui joue dans l'univers politique des Grecs le même rôle que nos États modernes d'aujourd'hui. Donc la cité, c'était une unité politique, mais aussi elle était l'organisation politique et sociale unitaire d'un territoire limité qui comprend un ou plusieurs villes d'ailleurs. Ça ressemble un petit peu, cette cité d'Athènes, ou bien ça ressemble un petit peu aux cantons suifs, les cantons suifs, c'est A-N-T-O-N. Donc ça ressemble, c'est un groupement de plusieurs zones urbaines. Donc pour commencer, on commence par Hérodote. Hérodote, qui était considéré en même temps aussi le père de la philosophie, il est né en 480 et mort en 425. D'ailleurs, il y a deux dates. Une date qui dit qu'il est né en 480 et décédé en 425, et une autre qui dit qu'il était né en 485 et mort en 420. Il a été un des premiers à donner la classification des formes de pouvoir, ou bien les régimes politiques. C'est lui qui s'est posé des questions sur le régime qui pouvait régner à son époque. Est-ce que c'est un régime d'une seule personne, c'est-à-dire le monarque, ou le régime système monarchique, ou est-ce que le régime politique c'est celui d'une minorité, c'est-à-dire les oligarques, ou bien le régime oligarchique, ou encore est-ce celui de la majorité, ce qu'on a appelé à Athènes par le système démocratique, c'est-à-dire le régime de la masse. Et c'est ce système, si vous voulez, qu'on va instaurer à Athènes. Donc le cercle vicieux qu'on va connaître tout au long de cette histoire des idées politiques de l'Antiquité,
en passant par les Grecs, et puis par la suite par les Romains ou bien l'Empire romain. C'est-à-dire chaque philosophe va essayer de nous classifier les régimes et de proposer le régime qu'il voit le plus compatible aux citoyens d'Athènes. Donc Hérodote, il va mettre son exposé à la défense de ces trois grandes formes de gouvernement, populaire, oligarchique et monarchique. Et Hérodote aussi, c'est-à-dire il a eu cette expérience ou bien ces conceptions suite à ce qu'il a vu, lu, mais aussi grâce au voyage qu'il a effectué. C'était plutôt un chroniqueur ou un reporter. Donc l'Antiquité lui a décerné ce titre de père de l'histoire, comme dira plus tard Cicéron de lui. Donc nous pouvons aussi le considérer comme le père de la politique, puisque c'est chez lui que l'on rencontre le premier document authentique où se trouvent distingués et comparés les diverses espèces de gouvernement. Alors ces régimes politiques, bien ces formes de régime politique que propose Hérodote, a été, si vous voulez, approuvé par l'œuvre qui a été composée par lui-même, et ça a été une référence pour d'autres qui l'ont succédé. On va voir par exemple avec Périclès, lui. Alors Périclès, il n'a pas laissé un document écrit, puisque comme on avait dit précédemment, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, qui sont des œuvres écrites, mais il y a certaines civilisations où la parole avait un gros rôle. Donc il n'y avait pas d'écrit, mais ça a été dans la parole. Et c'est ce qui va arriver avec Périclès. Alors Périclès, toute son œuvre va être exposée, ou bien les principaux traits de son analyse de la démocratie ont été exposés dans une oraison funèbre, c'est-à-dire dans un cimetière, quand il rendait hommage aux soldats d'Athènes qui sont morts dans cette fameuse guerre de Péloponnèse qui a opposé Athènes à Sparte. Alors Périclès, c'est un fils de Xantippe. Il est né en 495 et puis il est mort en 429. C'est un homme exceptionnel, ou bien un homme d'exception. On l'a surnommé l'Olympien, parce qu'il était calme, il avait une capacité à faire face à des situations difficiles. C'est un personnage politique qui était important à Athènes. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'a choisi pour prononcer l'éloge de ces guerriers morts pendant cette guerre de Péloponnèse. Et il a été plusieurs fois, il a exercé la fonction de stratège. C'est un homme éminent, c'est quelqu'un qui parle très bien. Donc, on lui a demandé de rendre hommage ou bien de faire cet éloge dans ce cimetière à ces soldats morts dans cette guerre de Péloponnèse. Donc, il avance sur un des tombeaux, un peu plus élevé pour être vu et entendu le maximum possible par l'assistance. Au début, il va, dans son discours, indiquer que les manifestations funèbres sont en général faites aux hommes dont la bravoure, qui sont considérés comme de vrais hommes bien défenseurs d'Athènes, pour un petit peu parler de leur gloire et essayer de glorifier un petit peu la bravoure de ces soldats, leur engagement, leur combat, leur mort pour Athènes, etc. Donc, selon lui, on doit entourer ces tombeaux par une sorte de décorum possible, mais c'est un discours un peu superflu. Donc, il va parler de la coutume de leurs ancêtres, les ancêtres grecs, pour essayer de rendre hommage à ces auteurs passés et de la grandeur aussi d'Athènes. Athènes qui était considérée comme une sorte de puissance par rapport à d'autres États barbares. Mais les vraies raisons de cette force, selon lui, se trouvent dans la cité. Donc le véritable éloge de ces guerriers ou bien de ces soldats va être celui de la patrie. Entre guillemets, c'est cette cité-État, pour laquelle ils ont donné
leur vie. Il parle toujours d'Athènes en essayant d'expliquer un petit peu ses institutions politiques, ses mœurs, sa façon de vivre, comme une grandeur par rapport à d'autres voisins ou bien d'autres États, qu'on appelait les États barbares. Donc il fait cet éloge d'Athènes, qui n'est pas, si vous voulez, inspiré d'un point de vue personnel de Périclès, mais qui traduit un petit peu la confiance et l'admiration des citoyens d'Athènes à leur cité. Parce que quand il décrit, par exemple, les principes qui meuvent les institutions, et lorsqu'il expose la conception que font de la vie ses concitoyens, Périclès, il exprime en une forme unique la pensée de tous. Mais il parle aussi de cette absence de traité de démocratie, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de traité de démocratie. Donc, en gros, Périclès, il va parler des courants, les grands courants de cette pensée politique, et il définit donc cette démocratie toujours dans cet horizon funèbre. Les principes de cette démocratie, ou bien l'idée qui a mis Périclès en premier lieu, dans cette horizon funèbre, il parle de la Constitution. Il dit que cette Constitution n'est pas jalouse des lois de nos voisins. Au contraire, elle est le prototype des lois des autres. Et donc, nous servons plutôt à quelques-uns de modèles. Donc, la cité, ou bien la Constitution d'Athènes, ou bien la vie politique qui régnait à Athènes, c'est en quelque sorte un modèle pour les autres États voisins, et surtout les États barbares. Et donc cette démocratie athénienne, elle est unique, selon Périclès, elle est même l'école de la Grèce antique, et que ce gouvernement propre à Athènes a reçu, si vous voulez, le nom de démocratie, parce qu'il se caractérise par cette souveraineté de multitude. Il va aussi, lui aussi, parler de cette fraternité athénienne, cette démocratie dans laquelle régnait cette liberté, cette égalité, cette fraternité, parce que pour lui, la liberté, c'est ce qui distingue un grec d'un barbare, parce que les Grecs, selon Périclès, n'ont cessé d'examiner cette notion et de la célébrer. Donc, leur conception de l'époque, elle était différente, et elle était libre pour eux, évidemment, pour ne pas être esclaves de ce qui que soit, ou bien que ce soit, ni de quoi que ce soit. Il reste que dans ce climat, bien au-delà de simple plan politique d'Athènes, Périclès, qui est passionné par cette vie politique à Athènes, il va dire que Athènes a vécu des choses grandioses et que la liberté pour lui est une idée simple, celle du droit de tout, où tout le monde peut prendre la parole dans ces assemblées populaires, parce que il faut savoir que c'est dans ces assemblées populaires dans lesquelles on s'est rencontré au moins une dizaine de fois, on donnait la parole à tout un chacun de parler, de dire ce qu'il pense de la cité et de donner ses avis sur comment gérer les choses au quotidien dans cette cité. C'est pour ça qu'on a parlé de la démocratie athénienne. C'est-à-dire cette démocratie, elle était une démocratie directe. Par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple, on a une sorte de démocratie indirecte. Par exemple, vu le nombre on prend un exemple d'un pays comme le nôtre, par exemple, il y a plus de 30 millions, on ne peut pas tous aller dans une assemblée et donner chacun de nous son avis ou bien opiner sur telle ou telle chose. On fait ça à travers nos représentants, ce qu'on appelle les représentants de la nation, qui sont souvent des parlementaires. C'est pour ça qu'on vote pendant des élections législatives, on vote pour telle ou telle personne, et ce représentant, bien ce parlementaire, il va nous représenter, il parlait en notre nom. Donc c'est une démocratie indirecte. Par rapport à cette démocratie directe qu'on vivait à Athènes. À Athènes, on vivait la démocratie directe. Pourquoi? Parce que chaque citoyen, vu le nombre, ils étaient peu nombreux, donc vu le nombre de ces gens qui vivaient à Athènes, donc on n'était pas nombreux, donc on donnait la parole à tous. Voilà en gros ce qu'on pourrait dire de ces deux hommes, ces deux philosophes grecs, à savoir Hérodote et Périclès, et on continuera la suite dans un prochain audio. Et sachez qu'en même temps, il y a cette séance sur la première partie qui est publiée sur la plateforme de la faculté concernant le e-learning. Et donc, vous pouvez, elle est écrite, vous pouvez
rentrer dans la plateforme. Mais toujours, je rappelle qu'il y a l'ouvrage aussi qui porte mon nom et le titre de cette matière qui se trouve à la bibliothèque, donc elle est à votre disposition. Merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine. Étudiants en semestre 5, droit public, bonjour. On va parler dans cet audio numéro 5 de la critique de la démocratie grecque entre deux éminents philosophes grecs qui sont Platon et Aristote, qui représentent en quelque sorte le débat des anciens, une sorte d'aristocratie contre démocratie. Il faut savoir que la question du meilleur régime est au cœur de la réflexion de cette philosophie politique des deux anciens. Plusieurs dialogues de Platon, notamment son œuvre La République, ou le politique, celui d'Aristote, traitent en profondeur la question de cette démocratie. Il faut reconnaître aussi qu'il est difficile de résumer en une phrase la pensée politique de Platon et d'Aristote. Cependant, il est possible d'avoir plusieurs niveaux de lecture politique de leur œuvre. D'abord, qui sont-ils? Quelle est leur philosophie, leur thèse pour choisir le meilleur régime, etc. On va commencer d'abord par Platon. Platon est né vers 27 avant Jésus-Christ à Athènes. Son vrai nom c'était Aristoclès. Platon, si vous voulez, c'est une sorte de sobriquet, c'est un surnom qui est apparemment dû à la largeur de ses épaules. Il est né dans une famille aristocratique. Son père fut descendant de Cordos, qui était le dernier roi d'Athènes, et l'un des 7 sages de ce qu'on appelait la Grèce antique. Platon va lui aussi essayer de donner sa préférence pour le nouveau régime, ou bien le régime qui doit être le meilleur pour Athènes, parce qu'il va critiquer cette démocratie qui a existé jusque-là, et pour cela il va proposer, si vous voulez, des formes de gouvernement. D'abord, il va essayer d'analyser 4 formes de gouvernement, bien 4 propositions pour, si vous voulez, analyser la forme de gouvernement ou bien la forme du pouvoir politique. Il parle, et c'est la première fois qu'on entendrait parler de la timocratie avec un T, qui est la passion de la guerre sans la sagesse. C'est la première forme de régime qu'il propose. Et cette timocratie est à caractériser, selon lui, par la notion d'honneur. C'est-à-dire cet État, il comporte 2 éléments principaux. Le premier, c'est que les chefs qui gouvernent, qui ont le pouvoir, sont entourés d'un grand respect et d'une grande considération par la population. Le deuxième élément, c'est le respect de ce qu'il appelle, lui, la division de la société en castes, c'est-à-dire la catégorie de personnes qui est distinguée des autres par ou bien ses privilèges, ou bien son esprit d'exclusivité, etc. Donc, ce respect de la division de la société en groupes spécialisés dans l'exercice exclusif de la fonction qui leur est confiée. C'est-à-dire, dans cette forme de gouvernement, selon Platon, chaque catégorie, chaque classe sociale d'Athènes doit être spécialisée dans un domaine précis et elle ne doit pas mélanger avec les autres. Par exemple,
Les guerriers, selon lui, ils doivent remplir leur principale fonction qui est la défense de la cité. La cité-État. Parce que la cité, ça veut dire, à cette époque-là, c'est l'équivalent de l'État de nos jours. Donc les guerriers ou bien les combattants ou bien les soldats, ils ont cette spécialisation dans la fonction de défendre la cité. Donc ils doivent avoir le courage et la force pour cela. Ils ne s'attachent exclusivement qu'à cette fonction. Ils ne peuvent participer ni aux tâches de production, ni au gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ne gouvernent pas et ils ne produisent pas. Parce que c'est la condition sine qua non pour être dans un régime démocratique. Le second régime que propose Platon, c'est l'oligarchie, ou la passion de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une minorité de gens, en général, ce sont des riches qui commandent, et ce sont les pauvres qui sont les gouvernés. Et ils n'ont aucune autorité. Donc le critère de ce régime, c'est la richesse, pour déterminer qu'on est dans un régime oligarchique, ou bien ce système de gouvernement qui est l'oligarchie. Mais cette oligarchie, selon Platon, elle court un danger. C'est-à-dire si jamais il y a une guerre contre la cité d'Athènes, ces oligarques, ils sont mis entre deux feux. Parce que pour se défendre, ils doivent armer la classe des citoyens, qui sont les pauvres. Et là, leur souci, c'est d'être combattus ou bien que ces armes soient utilisées contre les oligarques eux-mêmes. Donc, ou bien ils arment la population pour défendre la cité, et là, c'est le danger que ces gens, une fois armés, ils vont se retourner contre le régime en place, ou bien ne pas les armer, et là, la cité, elle va être conquise. C'est-à-dire c'est une menace dans tous les cas. C'est ça le danger que peut courir ce régime. Enfin, l'homme oligarque, selon Platon, c'est un homme mauvais pour lui, il est sordide, et il fait de l'argent, il ne songe qu'à théoriser, enfin il est de ceux dont la multitude fait le loge. Donc il pense pas, les oligarques ne pensent pas à l'intérêt général de tous les citoyens d'Athènes, mais ils pensent plutôt à s'enrichir de plus en plus, et il y a de l'autre côté une autre catégorie, celle des pauvres qui s'appauvrit de plus en plus. Donc c'est un mauvais aussi système. Ça c'est la deuxième forme de gouvernement. La troisième forme de gouvernement, c'est la démocratie. Alors, donc cette démocratie, c'est le contraire du régime oligarchique. C'est-à-dire si dans le régime oligarchique, c'est la minorité qui gouverne, et en général ce sont des riches, et c'est la majorité des pauvres qui est gouvernée, là c'est le contraire. Ce sont les pauvres qui vont s'établir pour avoir, parce qu'ils vont ils vont s'attaquer ou bien ils vont se révolter contre la minorité des oligarques, et une fois victorieux de leurs ennemis, ils vont massacrer les uns, bannissent les autres, et ils vont partager également avec ceux qui restent le gouvernement et les magistratures. Donc là, on va parler d'une démocratie. Mais cette démocratie, selon Platon, elle est condamnable pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne respecte pas la spécialisation dont l'exercice d'une fonction déterminée, puisqu'elle est attribuée sans considération du mérite. Ces gens, c'est-à-dire la population en la masse, n'a pas d'expérience pour gouverner. Et elle repose que sur la lutte entre les pauvres et les riches, au bénéfice des pauvres, bien sûr,
qui n'ont d'autre but que de s'emparer des richesses des oligarques. Et donc c'est un mauvais régime selon Platon. La quatrième et dernière forme de pouvoir ou de gouvernement, selon Platon, c'est la tyrannie, ce qu'il appelle lui le réveil des instincts bestiaux. C'est le pire des régimes, puisque dans ce gouvernement, tous les pouvoirs sont entre les mains d'une seule personne qui agit selon ses intérêts particuliers ou bien selon ses caprices, sans aucune limite. Et donc ce mode de gouvernement, il est sévèrement condamné par Platon parce que le tyran est moins vertueux, il n'a pas de vertu, il ne pense pas aux autres, il ne réfléchit, il ne cherche pas à satisfaire l'intérêt général des citoyens d'Athènes, et donc c'est un régime qui est condamné par Platon. Voilà ce qu'on pourrait dire pour les 4 formes de gouvernement proposées par Platon, et on va voir par la suite l'évolution des formes de gouvernement, et en même temps, sachez que la conférence écrite, ce qu'on dit, ce qui est dans cet audio, est dans une séance écrite et qui est diffusée sur la plateforme. Vous pouvez la consulter, et toujours, on ne le répétera jamais assez, vous avez un support sur papier, qui est un livre, qui se trouve à la bibliothèque et qui est à votre disposition. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour un prochain audio la semaine prochaine. MS5, bonjour. On continue donc d'étudier cette critique de la démocratie avec nos autres penseurs. On avait parler de Platon, et là on va parler d'Aristote, qui lui aussi a laissé une œuvre, plusieurs œuvres d'ailleurs, dans sa recherche à nous proposer la meilleure forme de gouvernement. Avant de commencer par les propositions d'Aristote concernant les diverses formes de pouvoir politique ou de gouvernement, on va déjà identifier un petit peu ce philosophe. Aristote, il est né vers 384 avant Jésus-Christ et il est mort en 322 avant Jésus-Christ, avant notre ère. C'est un philosophe grec de l'Antiquité. Il est avec Platon, il a été le disciple à l'Académie ou l'Académos, l'un des penseurs les plus influents que le monde occidental ait connu. Il est aussi l'un des rares à avoir abordé presque tous les domaines de connaissance de son temps. Il a étudié la biologie, la physique, la métaphysique, la logique, la poétique, la politique, la rhétorique, l'éthique et de façon ponctuelle l'économie. Chez Aristote, en tant que philosophe à l'origine, il s'est intéressé à la métaphysique et aussi à la mathématique. C'est un philosophe qui s'est beaucoup intéressé à la cité-État, parce que selon lui, la communauté la plus parfaite est la cité-État. En effet, cette cité-État n'étant ni trop grande ni trop petite, elle correspond à la nature de l'homme et permet d'atteindre la vie la meilleure ou la bonne, si vous voulez. Donc, quelles sont ces diverses formes de gouvernement que propose Aristote? Il donne la définition d'un certain nombre de concepts qui sont utilisés dans ses analyses et commence par la cité-État. Selon lui, cette cité-État n'est pas une création de l'homme puisque celui-ci est par nature destiné à vivre dans la cité. Donc, la cité d'Athènes se définit elle-même comme les Athéniens. Et comme l'État athénien ou le territoire athénien, cela signifie très clairement que seuls les citoyens mâles jouissent de ces droits politiques, et ça on l'avait déjà vu avant. Donc les citoyens mâles, les hommes, ce sont eux qui jouissent de ces droits politiques, et on exclut les femmes, bien sûr, on exclut les esclaves, et on exclut ce qu'on appelait dans le temps les métèques ou bien les étrangers qui résident
à Athènes. Cette cité, selon Aristote, n'est pas comme dans les théories politiques modernes, c'est une association directe d'individus, mais une association aussi de groupes. Et donc cette cité, selon Aristote, elle est pluraliste, c'est-à-dire, par nature, chaque groupement est composé de sous-ensembles qu'il faut prendre en considération et ne pas vouloir les fondre en une seule unité. Et puis, il s'intéresse aussi au statut du citoyen. Donc, selon lui, le fait de vivre sur un territoire n'est pas suffisant pour avoir le statut de citoyen, car c'est aussi le cas des métèques, comme on a dit, les esclaves et les étrangers, qui sont aussi considérés comme des non-citoyens. Donc, le pouvoir d'aller en justice n'est pas non plus caractéristique, car ce pouvoir d'ester en justice, il appartient aussi aux étrangers. Donc le citoyen, selon Aristote, c'est celui qui assiste dans ces fameuses assemblées populaires, qui est chargé de désigner aussi les magistrats. Il a aussi également le droit de juger, car les assemblées judiciaires présentent les mêmes formes que les assemblées électorales. Et donc cette citoyenneté, ça donne cette capacité de participation, mais on remarque que cette définition est valable seulement pour Athènes ou l'Athènes démocratique de l'époque. Son autre intérêt aussi, c'est, puisqu'il a observé et étudié plusieurs constitutions, il va essayer de parler des formes des constitutions dans son analyse. Et c'est d'abord en essayant de définir ce que c'est la Constitution, puisque selon lui, c'est l'organisation de celle qui enferme le pouvoir souverain partout et qui détient l'autorité suprême dont dispose le gouvernement. Par ailleurs, il donne une autre définition qui consiste à dire qu'une Constitution, c'est une organisation des pouvoirs dans la cité et qui fixe son mode de répartition et la nature du pouvoir souverain dans la cité-État ou bien dans l'État. Donc cette idée principale est que cette constitution concerne l'organisation et le modèle d'évolution du pouvoir à l'intérieur de la cité. Puis, il va les classifier, c'est-à-dire il va classifier ces constitutions. Alors il propose ce qu'on appelle le critère général, qui est composé de 2 éléments. Le premier, c'est le nombre des gouvernants, c'est-à-dire le souverain peut être un seul individu, un seul homme, ou bien une minorité, ce sont les oligarques, ou la masse des citoyens. Ce critère est présenté par Aristote comme le résultat de cette observation de la réalité, aussi des constitutions qu'il avait étudiées. Le second élément, c'est la recherche de l'intérêt général par ses gouvernants, ou bien c'est ceux qui détiennent ce pouvoir. Donc, on voit le nombre, s'il s'agit d'une seule personne, d'une minorité ou d'une masse ou de la majorité, et puis est-ce que ces personnes cherchent ou bien sont à la recherche d'intérêt général ou pas. Et là, il parle de ce qu'on appelle les constitutions justes, qui sont celles dans lesquelles les gouvernants cherchent l'intérêt et la satisfaction des besoins d'intérêt général, et les constitutions injustes, celles qui se caractérisent par l'exercice du pouvoir dans l'intérêt des seuls détenteurs de celui-ci, c'est-à-dire de ce pouvoir. Et puis, il continue toujours dans cette classification pour parler des constitutions réalistes qui sont prises en considération de la composition du groupe social qui domine ou bien dominant et fait une analyse de ce qu'il va appeler plus ou moins sociologique. Mais la préférence ou bien la thèse d'Aristote va plutôt à chercher cette meilleure forme de gouvernement qui est pour lui n'est autre que cette classe moyenne. Parce que la classe moyenne, elle ne fait partie ni de celle des pauvres, qui normalement représentent la masse et la majorité, et qui, une fois ils détiennent le pouvoir, ils ne vont chercher qu'à s'enrichir et de s'emparer des richesses des riches, qui sont les oligarques, ni avec ces mêmes oligarques, cette classe moyenne, elle n'est pas aussi du côté des oligarques, parce que les oligarques, on a vu, ce sont les riches, et ce sont minoritaires, ni le pouvoir d'une seule personne. Donc ils sont entre toutes ces catégories de classes sociales.
et c'est la classe qui n'a pas à chercher son intérêt qui lui est propre. Donc elle va chercher, plus ou moins, selon Aristote, l'intérêt général, puisque c'est une façon très objective, si vous voulez, pour donner à cette classe moyenne qui pourrait gouverner selon toujours la satisfaction de l'intérêt général. Et son choix, il va tomber sur, c'est-à-dire il va être pour cette classe moyenne, parce que c'est elle qui, en s'appuyant d'un critère de l'intérêt général, c'est elle qui va essayer de satisfaire cet intérêt. Et c'est pour cela qu'on a dit que Aristote reste un petit peu plus réaliste, parce qu'il ne croit pas qu'une société puisse choisir les meilleurs en fonction des critères purement moraux, c'est-à-dire la justice, la sagesse, etc. Mais il est plutôt pratique, c'est-à-dire il se prononce en faveur d'un critère qui est plus ou moins plus réaliste à réaliser sur le territoire de cette cité-État, en insistant bien sûr sur la souveraineté de la loi, parce que selon lui, il n'y a pas de bon gouvernement sans qu'on respecte la souveraineté de la loi, et les lois, selon lui, à condition d'être bien sûr correctement établies, doivent être souveraines, tandis que le magistrat, c'est-à-dire celui qui choisit par le peuple, il ne doit décider souverainement que là où les lois sont totalement impuissantes, c'est-à-dire qu'il ne fait d'efforts à édicter des dispositions précises que s'il y a un manque ou bien des lacunes dans les lois qui sont présentes. Donc, Aristote, même si au début il ne voulait pas se prononcer sur la meilleure forme de gouvernement, en vertu des principes qui sont préétablis, mais il va se préoccuper donc de plus en plus pour dire que chaque peuple mérite le pouvoir qui lui convient, et donc c'est le gouvernement de la classe moyenne qui représente ce qu'on appelle la règle du juste milieu, et c'est elle que doit qui incarne ce juste milieu, et donc qui doit prendre les rênes du pouvoir pour gouverner la cité d'Athènes. Donc en conclusion, on peut dire que cette constitution de la cité idéale, comme il l'a conçu Aristote, c'est-à-dire ce qu'on retient de la pensée d'Aristote, c'est qu'elle est une des plus importantes de l'histoire des idées politiques. Il a découvert une méthode de réflexion qui est une avancée très considérable dans un monde où l'on avait l'habitude de penser la politique en termes de conformité ou de différence, par rapport à un idéal. Donc il fait cette analyse scientifique à partir de l'observation de la réalité des autres constitutions. Il a eu par la suite une grande influence par cette thèse ou bien par sa philosophie sur les périodes qui ont succédé l'ère grecque, puisque plus tard, on verra par la suite, les Romains, durant tout le Moyen-Âge aussi. Et même s'il y avait une sorte d'oubli relatif de cette méthode aristotélicienne, on s'est à nouveau intéressé à considérer Aristote comme le fondateur de la science politique, et on s'intéresse de plus en plus à sa façon de voir cette forme de gouvernement. Il est aussi, on le verra quand on va voir les contradictions ou bien l'opposition qu'il y a entre Aristote, le réaliste, ou bien Platon, l'utopiste, on verra qu'il y a un grand écart entre les deux penseurs, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain audio. D'ici là, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Merci. Étudiants semestre 5, bonjour. On continue donc dans cet audio numéro 6 et qui va avec la séance numéro 5 écrite qui est diffusée sur la plateforme sur les différences entre Platon et Aristote. C'est-à-dire on va faire la comparaison entre ces deux penseurs, et cette comparaison entre ces deux matrices, si vous voulez, de la philosophie grecque s'impose toujours. Platon et Aristote, qui sont en quelque sorte les frères ennemis, parce que Platon était idéaliste dans sa pensée, alors qu'Aristote était réaliste. Quoique l'élève, c'est-à-dire Aristote,
de Platon, il va poursuivre, si vous voulez, le combat de cette philosophie qui a été tracé par son maître Platon. Donc cet héritage philosophique de la Grèce antique a donné une formule particulière vraie pour Platon et Aristote qui ont, si vous voulez, tous les deux formulé ce qu'on appelle les principales questions de la philosophie occidentale. Ce sont deux philosophes avec deux réflexions différentes dans leur critique de cette démocratie qui régnait à Athènes. Et donc, la comparaison entre ces deux hommes, ou bien d'abord ce fondateur de l'Académos, ou bien de l'Académie, qui est Platon, il va atteindre l'apogée de son succès à la renaissance de cette philosophie, la façon comment on choisit le gouvernement, les gouvernants, etc. Toutes ces idées ont été fortement saluées et suivies par tous les successeurs à ce philosophe. Et donc, contrairement à Platon, Aristote, lui, il est plus réaliste, comme on a dit un instant, il est plus terre à terre, et donc il ne cherche pas un monde idéal ou un monde meilleur ou une cité utopique, etc. Il va essayer d'améliorer cette pensée ou bien sa pensée en fonction du temps et de l'espace. Donc Aristote s'oppose en quelque sorte à son maître Platon par la vision du monde, ou bien par sa vision du monde, et aussi de la société qui l'entoure, mais aussi par le fait qu'il ait créé le lycée ou le lycéum, parce que si Platon a créé l'Académos ou l'Académie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Académie, Aristote, il a créé le lycée. Donc c'est un penseur de référence, et il s'est beaucoup, si vous voulez, intéressé dans sa pensée à être un peu plus réaliste que le philosophe Platon. Même si pour certains, il est considéré comme le complémentaire de Platon. Donc ces deux hommes ont énoncé les règles du jeu distribuées dans les espaces de ces fameuses institutions, académies et lycées, dans lesquels on débattait et on proposait des conceptions de références intellectuelles. Malgré tout, on peut dire que cela soit pour Platon ou pour Aristote, même s'il y a une sorte d'antagonisme dans leur méthode, mais ça reste que chacun a sa façon et sa manière de voir le monde, ou sa manière de voir comment on pouvait instaurer un pouvoir politique à Athènes. Et donc les deux pensées, ou bien les deux réflexions, ont été respectées par tout le monde. Chers étudiants en S5, dans cette audio numéro 7, on va entamer le chapitre 2. Et il m'a paru intéressant de vous parler des institutions politiques et sociales de Rome. Il va faire une synthèse de ces institutions et en particulier d'essayer de comprendre des institutions de ce que fut cet empire, en tout cas dans la dernière partie de l'existence de Rome. Rome, en fait, a vécu pendant 1300, presque du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Et donc, cette civilisation romaine a profondément marqué et influencé l'histoire de la civilisation occidentale en général. Et donc, parmi ceux qui ont marqué cette période des institutions politiques et sociales romaines, on va étudier des auteurs ou bien des penseurs ou des philosophes tels Polybe et Cicéron, les plus intéressants, qui ont
parler chacun à sa façon d'un régime mixte. Polybe, il va parler de l'idéal de la constitution mixte, en particulier la supériorité de ces régimes mixtes, leur évolution, l'évolution des régimes politiques romains à l'époque. Et puis Cicéron, lui, il va parler d'une autre forme de pouvoir, qui est le juste milieu. Il va il va nous parler de cette défense de la République aristocratique, puis il va faire une sorte d'éloge du principat pendant l'ère qu'il lui-même a vécue. Puis après, on passera à faire une sorte de différence entre Polybe et Cicéron. Et la deuxième section, on va parler de la Rome impériale, c'est-à-dire ce régime des principats sous l'Empire Octave, et puis cette monopolisation du pouvoir par l'empereur, et aussi la nature du principat, et en finir par de parler de ces institutions politiques romaines et sociales, avec Sénèque qui, lui, il parle du bon empereur, ou bien la définition, selon lui, du bon empereur. Donc, on va passer là avec les institutions politiques et sociales romaines, on passe d'une ère à une autre, c'est-à-dire avec les philosophes grecs, on a parlé de la cité, on a parlé de ces formes de régime politique, le régime dans lequel il y a une seule personne qui gouverne, le régime c'est la monarchie et la royauté, l'autre régime c'est celui de l'oligarchie ou bien la minorité qui gouverne, et en général ce sont des riches, et puis on a vu le régime démocratique qui est le régime détenu par la masse. À vrai dire, Rome a passé son temps à conquérir d'autres peuples et d'autres pays, donc elle ne s'intéressait pas trop à faire de la philosophie, ou bien ne s'intéressait pas trop à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Donc elle était plus une conquérante qu'un lieu de réflexion, comme ce fut le cas, par exemple, quand on a vu avec Platon, par exemple, à titre d'exemple. Lui, il a créé son académie dans laquelle on débattait, on étudiait pas mal de choses, on proposait des synthèses, des réflexions philosophiques, etc. Et puis, Polybe, par exemple, lui aussi, qui a fondé une autre institution qu'on appelait le lycée, et dans cette institution, pareil, on étudiait l'évolution de ces régimes politiques, etc. Donc, il reste que les penseurs romains, ils sont beaucoup influencés par les réflexions, ou bien les philosophes, ou bien la philosophie grecque. En quelque sorte, Polybe et Cicéron, ce sont les disciples, si vous voulez, de ces deux penseurs grecs, à savoir Platon et Aristote. Donc toutes ces formes, bien cette nouvelle forme de régime mixte sur lequel, parce qu'on a essayé de composer, avec le régime mixte dans l'Empire romain, on a essayé de composer tout ce qui est positif dans les trois régimes précités qu'on avait vus avant, quand on a cité c'est le régime de la seule personne, ou bien le régime de la minorité, ou celui de la majorité. Et donc, c'est ça qui englobe, ou qui explique un petit peu l'objectif du régime mixte. Toute cette synthèse qui a été présentée, que ce soit par Polybe, Cicéron ou Sénèque, vous l'avez dans l'ouvrage qui est à la bibliothèque, et aussi c'est écrit et publié sur la plateforme du site de la faculté. Et pour tous ceux qui ont des difficultés de se procurer le livre à la bibliothèque, ou qui ne peuvent pas venir jusqu'à la faculté pour se procurer de ce livre-là, ils peuvent l'avoir, il est en ville, vous n'avez qu'à contacter votre coordonnateur, il vous donnera le lieu où vous pouvez vous procurer de cet ouvrage, de ces livres. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.